Et voilà. Alors, de quoi parlons-nous aujourd'hui? On avait commencé la dernière fois, on avait commencé. Une lecture. On avait lu le résumé d'un article sur le rôle des rayons rouge-infrarouge sur la production de mélatonine périphérique, de mélatonine cellulaire. Et, qui est super intéressant. Ouais. C'était une nouveauté, ça. La mélatonine n'est pas que pinéale, elle est aussi un peu partout et elle est déclenchée par la lumière. Elle serait fabriquée, elle pourrait être fabriquée par quasiment toutes nos cellules. Ouais. Ah oui, c'est pas surprenant, parce que elle est nécessaire dans toutes les cellules, que ce soit limité à la glande pinéale qui se met à le faire et qui en ait besoin pour tout le corps. C'est un peu beaucoup d'efforts pour un même organe. Et puis pourquoi une glande se serait spécialisée comme ça, alors que c'est une molécule ancienne. Ça, ce qui est pas pareil que toutes ces hormones d'adaptation qui sont faites au fil de l'eau et qui sont propres aux mammifères, voire Ah oui, c'est universel. Ouais. C'est un degré de plus dans l'universalité, quoi. Mais justement, cet article, il met bien justement en évidence que toute notre évolution s'est faite dans un bain d'infrarouge, quoi. Et que cette coupure, cette sortie du bain d'infrarouge, c'est une nouveauté dans l'histoire de l'évolution de l'espèce humaine, quoi. C'est quelque chose qui, sur des millions d'années d'évolution, n'est jamais arrivé, quoi. On a vraiment bousculé ça dans les derniers siècles. Après, vivre dans une cabane, ça fait plusieurs milliers d'années. Vivre avec des abris type grotte ou autre, etc., là encore, ça a dû arriver. Mais ce qui met bien en évidence, si tu veux, c'est pas seulement l'aspect de se couper de la lumière naturelle, ça s'en est un, mais il y a aussi l'aspect d'être dans le cycle pollué par les lumières artificielles. Là, vraiment, c'est très, très récent, quoi. Ça, c'est très récent. Et en sachant que le feu ne fait pas partie des lumières qui enlèvent qui coupent la production. Non, y compris, et puis également les éclairages qui étaient utilisés auparavant, c'est-à-dire les ampoules à incandescence, génèrent des infrarouges. Elles génèrent un spectre lumineux complet, comparable. Le feu en déclenche beaucoup. Oui, énormément. Oui, oui. Même une bougie, c'est significatif. Ouais, donc il va falloir se mettre au feu de bois. Je crois qu'il n'y a plus tellement de choix. Je crois qu'il y a une belle cheminée derrière. C'est ça. Que tu joues au bûcheron canadien. Elle fonctionne. Tu vas y couper du bois. Ouais, c'est un excellent exercice. Forme du bois. L'histoire du bûcheron qui se prépare à l'hiver canadien et qui va fendre du bois et qui se dit mais est-ce que j'en ai fait assez? Non. Et donc il demande à l'Indien qu'il croise sur le chemin. Mais dis-moi, l'Indien, toi qui es sage, toi qui connais bien le coin, est-ce que tu crois qu'il va faire froid? Ouh, hiver froid. Ah merde, bon, j'ai recherché du bois là. Hop, il repart, il reprend du bois, il revient, et puis il repasse devant un Indien, il dit mais froid. Ouh, hiver très froid. Oui, ça y est, je la connais, je m'en souviens.
Donc, il repart, il fait 4-5 allers-retours comme ça. Et puis après, il dit, mais écoute, l'Indien, faut que tu me, faut que tu me transmettes cette sagesse que tu as là, parce que je sens qu'il y a un truc que je ne saisis pas. Ah ben, vieux dicton indien, dire quand homme blanc rentrait bois, hiver très froid. Et, tu sais, je l'aime bien parce que c'est vraiment l'illustration d'une boucle de, Mm, de, 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 d'auto-alimentation, quoi. mm, mm, mm. Et Qu'on qu'on a souvent. Souvent, on va prendre au premier degré ce qui nous est dit, ou plutôt on va considérer que ce qui nous est dit a vraiment subi le, le filtre qu'on y aurait appliqué nous en termes de savoir. ouais. Mais On va se dire, d'ailleurs, par exemple, je pense que tu vois, il y a beaucoup de méprise sur l'importance véritable primaire de la vitamine D, en tout cas, et des compléments en vitamine D, à mon avis. Puisque ouais, ça c'est un. toute l'importance, c'est l'activation des récepteurs à vitamine D. Et, Hmm. ces récepteurs à vitamine D, ils peuvent exercer, donc ils ont des effets qui sont différents selon qu'ils soient accouplés avec leur ligand. Mais ce ligand, ça peut aussi bien être la vitamine D que la mélatonine, que le PGC1 alpha. Ok. Donc, voilà, moi personnellement, je pense que l'importance de la vitamine D, qui se traduit par le fait aussi que de toute façon, la supplémentation en vitamine D ne protège pas tout le monde de tout, c'est qu'il y a quand même voilà, donc tu vois, ton histoire Mhm. là, et je pense qu'on Mhm. on donne trop d'importance à la vitamine D et pas assez aux récepteurs à vitamine D. Il y a plusieurs articles qui le soulignent bien. Ouais. Ouais, mais en fait, ce que ça dit, c'est que il y a une bonne façon de se protéger qui est d'avoir suffisamment de vitamine D, ce qui est assez difficile à faire par l'alimentation naturelle. Donc, du coup, on peut réussir à le faire par des moyens artificiels. Et en fait, ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'on peut aussi le faire avec la mélatonine, donc avec l'exposition au soleil un peu plus prolongée. Et puis, donc on pourrait le faire avec le PGC alpha. Donc, en fait, c'est pas forcément grave d'avoir des gens qui ont des niveaux de vitamine D pas si élevés que ça dans le sang. Mais que c'est une façon de faire. Oui, C'est-à-dire que les c'est-à-dire effets qu'il y a des gens qui de la prennent pas de vitamine D à haut compléments. niveau dans le. Il y a des gens qui ne peuvent ne prendre aucun complément en vitamine D, même s'ils n'ont pas une exposition jugée suffisante aux UVB quotidiennes, et ne souffrir d'aucun déficit ni d'aucun dysfonctionnement, parce que les récepteurs à vitamine D peuvent être stimulés, activés par d'autres facteurs. Mmh. D'ailleurs, il me semble assez invraisemblable de considérer qu'une grande partie de l'humanité ait pu vivre des milliers d'années sans comprimé de vitamine D dans l'hémisphère nord, au-dessus de certaines latitudes. Si vraiment l'exposition aux UVB était indispensable Ah, La, à la notre légende survie. là-dessus, la légende là-dessus, c'est que c'est Le gras des euh, animaux. l'huile de poisson et les Hum, hum, et leur façon de préparer justement ces poissons hum. qui serait la source principale de leur vitamine D. Sachant Voilà. que Mais là-haut, on pourrait ils tout aussi s'exposent pas tant que ça au soleil non plus. Hein. On pourrait tout aussi bien envisager que finalement le rôle de la vitamine D vis-à-vis les rôles qu'elle remplit vis-à-vis qui se traduisent
je veux dire, la vitamine D, elle n'a pas d'action en elle-même, si ce n'est que d'interagir avec les récepteurs à vitamine D. Et c'est les récepteurs à vitamine D qui, dans l'état Je confirme, d'activation par c'est la... une hormone. Hein? Je confirme, c'est une hormone. La vitamine D est une hormone. Oui. Et si tu n'as pas les récepteurs à vitamine D, tu peux en prendre autant que tu veux, Ouais. ça n'aura aucun effet. C'est une Tandis hormone. que Une hormone, c'est un messager. tu peux, et la vitamine D a un effet bénéfique sur les récepteurs à vitamine D en toute théorie, mais si pour une raison ou pour une autre, tu n'as pas la capacité de synthétiser tes récepteurs à vitamine D ou qui sont désactivés par des transformations, des méthylations, des sumoylations, peu importe, voilà, ça ne peut pas fonctionner. Donc tandis que quelqu'un qui n'aurait pas de vitamine D et qui ne serait pas exposé aux UVB peut quand même activer et faire fonctionner merveilleusement le système s'il n'y a pas un manque de mélatonine et de PGC-alpha, par exemple. Il y a peut-être d'autres molécules. PGC-alpha, qu'est-ce qui stimule sa production, de manière générale? Le jeûne, la restriction calorique, l'exercice, l'exposition au froid, l'exposition au rouge infrarouge. PGC-alpha, c'est le chef d'orchestre de la biogénèse mitochondriale. Et c'est un régulateur essentiel de l'autophagie. PGC-alpha, c'est Forme de stress qu'on impose par une activité un peu extrême à l'organisme. C'est vraisemblablement une des molécules qui améliore la sensibilité à l'insuline. Et elle a donc un rôle essentiel dans la biogénèse mitochondriale, dans la gluconéogénèse et dans l'oxydation des acides gras. Oui. Pour faire le tour. Mitochondriale, biogénèse mitochondriale, autophagie, gluconéogénèse et oxydation des acides gras. Et dans le même temps, ça améliore la sensibilité à l'insuline ou ça réduit la résistance à l'insuline. C'est un des facteurs essentiels dans la régulation et qui est stimulé donc par l'exercice, la stimulation, exposition au froid, aux lumières rouges, infrarouges. Voilà, c'est très, très, très lié à la mélatonine et au BDNF au niveau du cerveau. Bref, et le régime cétogène, voilà, ne l'oublions pas. Je te remercie. tu connais ma sensibilité sur le sujet. Donc voilà, cet article, voilà, il met vraiment en évidence le fait que notre mode de vie, notre contexte de vie, notre environnement, l'évolution technologique, etc., fait que notre exposition lumineuse, et je parle de lumineuse, vraiment de lumière au sens physique du terme, hein, c'est-à-dire les ondes électromagnétiques sur tout le spectre, qui soit visible ou non visible. Notre exposition lumineuse a considérablement évolué dans les dernières années, et particulièrement dans les dernières décennies. Et puis au final, on peut considérer qu'on a considérablement augmenté notre exposition
aux rayons bleus qui sont à la lumière bleue, qui est une lumière qui est excitante et qui est pro-oxydante, qui augmente le niveau de stress oxydatif. Donc, on a augmenté considérablement notre niveau d'exposition aux lumières bleues, tandis qu'on a considérablement réduit notre niveau d'exposition au NIR, et que ce sont précisément ces rayons-là qui ont une action protectrice antioxydante et qui permettent finalement de se protéger des effets néfastes des rayons bleus et des rayons UV. Maintenant, aussi bien au niveau de la peau, mais je veux dire, donc, bon, ça c'est un aspect des choses que je trouve très intéressant dans cet article, c'est que ça retrace bien, et puis il y a des arguments, il y a vraiment des pièces apportées qui sont très démonstratives. Et l'autre porte qui est ouverte, c'est vraiment cette nouvelle perception de finalement comment notre corps interagit avec la lumière et quels sont les effets biologiques de la lumière. Là, j'étais même en train de revoir des références que tu as en lien, où tu vois enfin finalement de fil en aiguille, de référence en référence, je suis tombé sur des articles qui montrent même que finalement nos cellules et nos tissus, donc nos cellules, nos tissus, et selon la nature de notre tissu, ils ont des propriétés optiques différentes, d'absorption et de diffusion de la lumière, et que ces propriétés optiques de notre tissu varient même en fonction des conditions de température. Donc, des faibles variations de température modifient complètement le comportement de nos cellules et de nos tissus à la lumière. Et c'est pas sans effet biologique, quoi. Qu'est-ce que j'ai vu d'intéressant aussi, par exemple, le complexe 4, là, les cytochromes C oxydase, elles ont des pics d'absorption qui sont différents selon qu'elles soient dans l'état réduite ou oxydée. Et il y aurait des bandes de fréquences précises qui favoriseraient le passage de l'état oxydé vers l'état réduit, et qui permet donc le fonctionnement et l'acceptation des électrons par l'oxygène. Et là, j'ai vu aussi un article qui met en évidence le fait que l'exposition aux rayons rouges et infrarouges entraîne sur les tissus une augmentation donc de la concentration et de l'activité du cytochrome C oxydase, donc le complexe 4. Et ça s'accompagne de manière assez linéaire d'une augmentation de la concentration en hémoglobine oxygénée, en oxyhémoglobine. Écoute, donc ça améliore, si tu veux, ça améliore le fonctionnement de la respiration cellulaire. Et au final, du coup, en conséquence, ça aurait pour effet d'améliorer l'oxygénation des tissus. Voilà. D'accord. Et si on en revient à l'article dont on parle, eh bien, finalement, lui, il aurait tendance à te dire, parce qu'il y a quand même différentes approches de la compréhension de ce que pourraient faire les rayons rouges et infrarouges, vraiment d'un point de vue mécanique, moléculaire, etc., biologique, pour expliquer les mécanismes bénéfiques qu'on observe cliniquement. Et là, cette approche, du coup, elle est vraiment hyper novatrice dans le sens où elle explique que, enfin moi, c'est la première fois que j'ai vu ça. Je n'avais pas encore vu ça ailleurs, que finalement, ces infrarouges seraient donc la stimulation primaire de la mélatonine intracellulaire, c'est-à-dire la mélatonine que chaque cellule fabrique pour soi-même. C'est une mélatonine qui ne va pas dans la circulation sanguine, c'est une mélatonine qui est utilisée sur place par les cellules
elles-mêmes qui le fabriquent ou vraiment pour les cellules voisines, une utilisation locale et et que chaque cellule aurait donc cette capacité de faire son stock de mélatonine avec sous stimulation de lumière infrarouge, et que cette mélatonine interagit directement et a la capacité directe de réduire le cytochrome C oxydase, le complexe 4. Alors, écoute, petite digression. Il y a moyen de raccrocher ça. Tu vois, je lisais le travail d'un statisticien qui disait, quand tu regardes les épidémies de grippe et autres maladies saisonnières, tu t'aperçois qu'elles se déclenchent non pas dans un système où quelqu'un le transmet à quelqu'un, qui transmet à quelqu'un, qui transmet à quelqu'un. Donc, tu vois, la fameuse théorie du R0 et ce qu'on appelle la théorie des compartiments, où tu passes de la catégorie du sujet naïf qui n'a pas été exposé au virus, au sujet infecté, au sujet malade et au sujet en rémission, et qui fait que du coup, tu as une espèce de jeu de vagues de sas communicants, puisque on va se retrouver avec des gens qui vont passer d'un stade de je suis naïf à un stade de je suis contaminé, un stade de et, et un stade de je suis malade et je contamine les autres, et un stade de je suis guéri, et donc du coup je suis maintenant hors du circuit. Et donc tu vois, c'est comme ça qu'ils essaient d'écrire la maladie mathématiquement parlant. Or, ça colle pas avec le fait que la maladie ne ressemble pas au modèle, puisque c'est des trucs qui se déclenchent en même temps au même endroit, et en fait en même temps étant plutôt corrélés à la température. C'est-à-dire, quand ça tombe en dessous de 5 degrés, tout d'un coup, tu sais qu'une semaine après, tu vas avoir un démarrage des maladies saisonnières. Et tu as plusieurs. Enfin, tu vois, la corrélation est remarquable, en fait. La corrélation est remarquable. Et donc, tu peux te poser plusieurs questions. Tu peux te poser plusieurs hypothèses. Tu peux poser l'hypothèse que c'est parce que il fait froid. Ou tu peux poser l'hypothèse de c'est parce que c'est le moment où on met en route les chauffages à l'intérieur des maisons. Ou tu peux poser la question de c'est parce que c'est le moment où on décide de rester à la maison et de ne pas sortir dehors, ou de mettre une laine de plus, et du coup de réduire les ou le tout, hein. C'est ça. On est assez clair sur l'observation de la relation de lien et éventuellement de cause à effet, sans maîtriser les mécanismes. Mais ce serait intéressant de voir ça en relation avec la production de mélatonine et autres antivirales internes. Oui, c'est là que c'est majeur, quoi, parce que du coup, vraiment, ça donne une cohérence. Il y a vraiment une grande cohérence finalement quand tu recoupes tout. Ouais. C'est extrêmement cohérent. Alors, notamment parmi les facteurs, souvent ce qui va avec ces épisodes de froid, c'est l'assèchement de l'air, qui est aussi corrélé avec le fait qu'on se met dans des appartements surchauffés qui eux aussi ont un air très sec. Et là, il y avait une théorie qui circulait, je ne l'ai pas revue beaucoup depuis, qui était la théorie des glycanes, qui sont ces espèces de ramifications qu'on a autour de chaque cellule. Donc, on a tendance à représenter les cellules avec une membrane, une double couche de lipoprotéines. Et en fait, le gars, il dit, c'est un peu comme si vous représentiez un poulet plumé.
bah ouais, quand il est plumé, il était prêt à être mangé, mais ça nous décrit pas tellement sa fonction parce qu'on l'imagine pas en train d'être capable de voler s'il a pas ses plumes. Et, euh, et, euh, et en fait, il décrit les glycanes comme le plumage un peu essentiel de la cellule. Et l'air sec fait partie des choses qui détériorent les glycanes. Mm. Et peu intéressant. Est-ce qu'on a des rapports entre température, production de mélatonine, production de vitamine D? Bah oui, en partie, puisque effectivement, ça apparaît dans des moments où le soleil n'est pas capable de garder suffisamment d'UVB, mais enfin, je sais pas, il y a peut-être une piste à creuser là-dessus, puisque tu parlais de température, avec le fait que, tu vois, tu parlais de température, du fait que la, la, le corps allait modifier sa structure avec la température et la lumière. Il y a probablement un truc qui peut dire, avec les appartements surchauffés, on fout par terre le système parce qu'on lui donne des signaux qui sont contradictoires. Tu répètes ça? Il y a, le fait qu'on ait des appartements chauffés Mhm. va faire une information contradictoire au corps. Et comme tu le disais tout à l'heure, le corps, avec des changements de température, il va se mettre à avoir des changements dans la composition de ses tissus. Mm. Ouais, tout à fait, ouais. D'ailleurs, Ça aurait du sens. c'est d'ailleurs ce qui nous donne la capacité quasiment spécifique de pouvoir procréer à quelle que soit la période de l'année. C'est quand Bien sûr, on bien sûr. on est dysrégulé dans notre horloge biologique saisonnière. Ouais. On n'est pas soumis à des périodes de manque De chaleur. de nourriture et d'exposition au froid prolongé. Mhm. Ouais. Parce que les autres animaux, finalement, cette régulation de la fertilité, elle Mhm. est, euh, elle est programmée pour que ça tombe, pour que la naissance et la Au gestation se printemps. produisent aux périodes les plus favorables de l'année pour la survie, c'est-à-dire la période où il Au fait printemps. bon et où il y a de la nourriture disponible. Et puis surtout, tu vas Et, avoir 9 mois avant mm, les températures, mm. les mauvaises températures. Et ça, c'est gouverné par la glande pinéale, Mhm. qui est vraiment la glande maîtresse de toutes les autres glandes. Mhm. Ok. Écoute, voilà, ça c'était la réflexion que tu m'as déclenchée, tu vois, en parlant de cet impact de la température de quelques degrés Mm, sur la peau et sur la production, etc. mm. Je C'est-à-dire qu'en suis... fait, c'est intéressant du coup de rapprocher ça avec cette étude qui finalement montrait que c'était probablement un lien avec la température extérieure et donc probablement un lien avec le fait qu'on chauffe, qu'on commence à ce moment-là à surchauffer les appartements. Et du coup, le peu que tu sors dehors avec un corps qui a pas compris ce qu'il y avait dehors, quoi. Ah, mais Ouais, ouais. Non, puis ben, je veux dire, la perturbation, bon, la perturbation déjà de base, hein, c'est aussi vraiment dû à la pollution lumineuse. Hein. C'est-à-dire quand mhm. notre cerveau n'est plus capable d'intégrer les variations correctes de la durée du jour et de la nuit. Hein. Ouais. Il est complètement parasité dans cette perception, Mhm. qui est aussi un facteur essentiel, quoi. Mhm. Okidoki. Je Euh, dois te laisser là.
Ok. Je te passerai le lien là, de tout à l'heure quand je rentre au bureau et on recommence lundi, si tu es dispo. Oh, oui, en principe, oui. Merci, c'était très cool et Allez, intéressant comme d'habitude. On progresse, ouais, on va, de, ouais, ouais, tout à on va, fait, de, ouais. on va Ça devenir commence bon. à... En tout cas, moi, les grands axes commencent à bien se dessiner, quoi. Mm. Et, Ouais, le problème c'est qu'on et- en et rajoute à chaque fois. c'est vraiment intéressant. Moi, je réfléchis à ça là, depuis déjà un petit paquet de temps et je Mm. t'en parle. Écoute, moi, Ouais. je pense qu'il y a un super créneau au niveau business à aller développer des éclairages physiologiques qui répondent à nos besoins Mm. physiologiques. Mhm. Ok, Voilà. Je te place cette idée-là. fair enough. Eh bien, amuse-toi bien et on se reparle lundi. Passe un bon week-end. Aussi. Ciao. Ciao, ciao.